Donc je vais un petit peu parler sur l'architecture de Cloud Native et je vais le comparer avec le Cloud, avec les différentes solutions. Alors, pour le Cloud Native, imaginons qu'on a plusieurs microservices ici. Alors, premier microservice, deuxième microservice, troisième microservice et quatrième microservice. Ok? Alors, ces microservices, je vais faire une communication synchrone entre ces deux microservices. Donc, c'est OpenFIN qui va le faire. Donc, OpenFIN. Ok? Donc, entre ce premier et deuxième, il y a OpenFIN. Alors, je vais écrire OpenFIN. OpenFIN. Alors, maintenant, si vous voulez faire une communication asynchrone, alors, je vais encore tracer. Si on veut faire communication asynchrone entre ces deux, entre ces trois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois introduire un cluster Kafka où j'aurai deux blocs par exemple. Alors, avec l'instruction replication factor, donc dans ce cas c'est replication factor égal à 2, pour pouvoir avoir un cluster Kafka, ça c'est un cluster Kafka, qui contient deux instances de Kafka. Alors, le premier, il est là, et le deuxième est là. Alors, dans chaque instance, il y a ce qu'on appelle des topics. Premier topic, deuxième topic, premier topic, et deuxième topic. Alors, pour chaque topic, il y a ce qu'on appelle des partitions. Et vous pouvez, dans la création de votre topic, préciser le nombre de partitions. Ici, j'ai 3 partitions, par exemple. Okay? Donc, le premier va envoyer, par exemple, ça c'est le producer, et les autres vont faire un pool, donc ce sont des simples consommateurs. Donc, comme ça, on arrive à faire une liaison asynchrone entre le premier, entre le microservice 3 et le 4 et le 5. Ça marche? Par contre, entre le 1 et le 2, il y a une communication synchrone. Ça marche? Donc, synchrone OpenFIN, asynchrone c'est Kafka. Alors, par la suite, on va faire un petit microservice Edge qui s'appelle Eureka. Donc, ça, c'est un Eureka Server. Donc, le rôle de Eureka, c'est quoi? Imaginons que je veux communiquer le premier avec le deuxième. Ça, surtout lorsqu'il s'agit d'une communication synchrone. Pour la communication asynchrone, il n'y a pas de problème. Et le premier veut aussi communiquer avec le quatrième. Ok? Alors, et le troisième communique avec le deuxième. Okay. Donc, le premier doit savoir l'adresse IP au port du deuxième, et le troisième doit savoir l'adresse IP au port du deuxième. Donc, si le deuxième microservice change son adresse IP au port, ce sera catastrophique pour le troisième microservice et le premier microservice, puisque la notification va être propagée sur l'ensemble des microservices qui font appel à ce microservice. La solution, c'est quoi? C'est de ne jamais faire appel via l'URL et le port, mais plutôt faire appel via un nom, un identificateur. Donc, le premier microservice va appeler via le nom M2 par exemple, c'est le nom de microservice. Le troisième va appeler le microservice M2 encore. Le quatrième va faire appel, c'est M2, M2. Alors, maintenant, ce M2, d'où il vient? Il vient d'une petite base de données enregistrée chez Eureka. Donc, chez Eureka, j'aurai une petite base de données qui permet d'associer l'URL, le port, avec un nom. Donc, ici, j'aurai une petite base de données qui contient l'URL, port et le name. Donc, je vais enregistrer le port de microservice 2, l'URL de microservice 2 et le name M2. Donc, si le microservice 3 veut appeler le microservice 2, il va simplement dire M2, il va consulter Eureka pour dire que M2 c'est telle adresse IP port, donc de ce fait, il pourra consulter le port, il pourra consulter le microservice M2 avec son adresse IP port. S'il y a un changement de microservice M2, il y aura simplement un changement ici, mais le M2 reste intact, puisque ici je fais appel à M2. Okay? Donc c'est ça Eureka, qui est un naming registry. Donc Eureka, c'est ce qu'on appelle un naming registry. Alors, je vais l'écrire.
Alors, par la suite, l'ensemble de ces microservices normalement constitue une seule application. Malgré qu'il y a plusieurs microservices, mais en fin de compte, c'est une seule application. Donc on doit avoir un point d'accès unique à notre application. Alors, ce point d'accès unique, ça s'appelle Gateway. Gateway. Alors maintenant, la requête d'utilisateur, elle est là. Gateway, de son démarrage, va récupérer l'ensemble des URL des ports à partir de UNIK. Donc c'est ça la requête de l'utilisateur. On se base sur la requête. La requête, par exemple, il va invoquer le service M3. Il va récupérer la base de données de M3 pour pouvoir savoir c'est quoi le port et l'URL. Une fois qu'il va savoir l'URL et le port, il va invoquer le service S3 via le nom M3 qui a été déjà indiqué dans la requête. Alors maintenant, préalablement, avant de consulter n'importe quel service, il faut faire appel à des aspects de sécurité. Alors comment je vais faire appel à des aspects de sécurité? Via un autre microservice ici, de Spring Security qui permet d'échanger, de faire l'authentification et l'autorisation et de produire. Alors ici, je vais fournir soit le login et le password, soit le JWT. Login et le password pour vérifier est-ce qu'il est l'utilisateur et je vous fournis le JWT. Et s'il est déjà connecté, il va fournir le JWT et moi je vais dire oui, le JWT il est correct. Okay? Donc ça permet de sécuriser l'ensemble de ces microservices-là. Okay? Donc avant d'accéder, tu accèdes via le Gateway et dans le Gateway, on va installer le Spring Security. Alors maintenant, on va revenir à un autre aspect très intéressant, c'est la scalabilité horizontale, scalabilité verticale. Imaginons qu'il y a énormément de demandes sur le microservice numéro 5. Donc, soit on va changer la configuration du serveur pour incrémenter la configuration, ça s'appelle une scalabilité horizontale, okay. Soit l'autre alternative c'est quoi? C'est de dupliquer le nombre d'instances de 5. Donc ici, j'aurai 3 instances de 5. Mais bien évidemment, ils auront le même nom, ça veut dire M5, M5, M5. Ok? Ils auront éventuellement le même URL, mais le port différent. P1, P2, P3. Ok? Bien évidemment, entre tous ces microservices, on doit y avoir un petit load balancer qui permet de dire est-ce que je vais choisir la première instance ou la deuxième instance ou la troisième instance. Alors, le load balancer qui va faire ça s'appelle Reboot. On va voir une comparaison avec ça dans le parti cloud. C'est plutôt le ALB. Et on a mieux que l'ALB, on a aussi le ASG, Auto-Scaling Group, qui permet de dire d'incrémenter ou décrémenter le nombre d'instances. Donc ici, c'est Reboot. Ok, c'est Reboot. On va voir c'est quoi la différence entre l'ALB et Reboot. L'ALB, c'est un load balancer côté serveur, Reboot, c'est un load balancer côté client. On va voir la différence par la suite. Alors, une fois que j'ai les Reboot, qui permet de gérer scalabilité de l'ensemble de microservices, je vois en fin de compte pouvoir visualiser la requête. L'ensemble des requêtes, par exemple, imaginons une requête qui passe du premier microservice vers le deuxième, et du deuxième par exemple, du deuxième vers le quatrième. Il y a une exception, c'est plutôt le microservice 1 qui va me répondre en disant qu'il y a une exception. Mais réellement, l'exception a été produite au niveau de microservice 4. Donc, normalement, il faut avoir une petite plateforme qui permet de visualiser les requêtes et aussi le temps de performance de chaque requête. Pourquoi? Pour savoir s'il y a, par exemple, je vais diriger une requête vers le microservice 1 appel 2, 2 appel 4, 4 appel 6 par exemple. En fin de compte, j'ai un temps de réponse inacceptable. Je dois savoir c'est qui le microservice qui a déclenché ce temps très intéressant. Donc, c'est la même solution qui va faire le débugage et le temps de performance, à savoir Slut et Zipkin. Alors, Slut et Zipkin, comment ils vont faire? Je vais installer Slut ici, Slut ici, Slut ici. Donc, partout dans le microservice, je vais instancer Slut. Alors, Slut, qu'est-ce qu'il va faire? Slut, il va faire deux choses. Alors, je vais écrire. Alors, où est le texte? Il est là. Donc, Slut, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est un autre microservice. Il va générer un ID par rapport à chaque requête,
plus un autre ID par rapport à chaque microservice. Okay? Donc, la première, alors c'est ça, ce que j'ai installé partout dans les microservices. Alors, une fois la requête va franchir ici, je vais automatiquement la génération de l'ID requête et l'ID microservice, un autre ID requête microservice, et je vais diriger tous ces requêtes, tous ces logs, je vais les rediriger vers un autre microservice Edge qui s'appelle Zipkin. Donc, Zipkin, il est là. C'est quoi son rôle? Ça veut dire tous les microservices. Ça veut dire que Switch, plutôt, va rediriger tous les ID vers Zipkin. Zipkin, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Zipkin est là. Zipkin. Zipkin, ça permet de visualiser l'ensemble des requêtes, mais les requêtes vont être groupées par ID requête. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Alors, imaginez que j'ai la première requête qui a franchi le premier microservice. Et un autre. En fin de compte, deuxième, je vais voir la première requête qui va, et par la suite le troisième. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il a fait le traitement du troisième avant le premier. Donc à un moment donné, j'ai ici une désynchronisation entre les requêtes. Première requête, et par la suite la troisième, par la suite la quatrième, par la suite la deuxième. J'arrive pas vraiment à suivre l'enchaînement des requêtes. Donc la solution, c'est quoi? C'est de grouper les requêtes ici par ID requête. Comme ça, je peux visualiser l'ordonnancement des requêtes avec le temps de réponse de chaque requête. Et ce sera intéressant pour débugger, pour visualiser les performances. Donc Zipkin, débugage et visualisation des performances. Alors, maintenant, on va voir un autre microservice Edge qui permet, une fois qu'on a vraiment tout fait, ça veut dire que notre architecture est prête, on a déployé notre solution elle est prête, on doit visualiser les performances de mon serveur. Comment ça marche mon serveur? Donc, d'où l'intérêt d'introduire dans l'ensemble des microservices, je vais introduire Actuator qui va envoyer les données de performance à Prometheus. Et ces données de configuration, ces données de performance envoyées à Prometheus vont être envoyées par la suite à un autre microservice qui s'appelle Grafana. Alors, Grafana, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait Grafana? Donc, de microservices de Actuator installé dans le microservice vers Prometheus, de Prometheus vers Grafana. Et Grafana, j'aurai l'ensemble des interfaces graphiques de dashboard par chaque microservice, plus un dashboard global. L'ancienne solution, c'est Actuator avec Spring Admin. Donc, on a substitué Prometheus et Grafana par Spring Admin autrefois. Okay? Donc Spring Admin permet de visualiser aussi les performances de n'importe quel microservice. Vous pouvez rentrer dans un microservice pour visualiser les performances de chaque microservice à part. Alors Grafana aussi, il est très intelligent. Vous pouvez spécifier ce qu'on appelle des règles. Vous pouvez télécharger des templates de dashboard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je ne sais pas quelles sont les performances, quelles sont les indications de performance à contrôler. Je vais simplement télécharger un template tout prêt qui permet vraiment de contrôler un ensemble d'indicateurs. Je le télécharge et je vais créer un dashboard en se basant sur ce template. Et mon template, il est prêt. La même chose pour deuxième dashboard, troisième dashboard, quatrième dashboard et le dashboard global. Ça, c'est la première des choses, c'est les templates, donc Grafana. Deuxième des choses, c'est qu'on pourra introduire ce qu'on appelle des règles, des rules. Alors, comme rule, je vais dire à Grafana, s'il vous plaît, une fois que le CPU dépasse 40%, merci d'envoyer tel mail à tel utilisateur. Donc ça va envoyer un mail. Et Grafana, automatiquement, va vous envoyer un mail en indiquant que le CPU de votre serveur a dépassé 40%, il faut agir. Donc, grosso modo, c'est ça. L'étape prochaine, ce qu'on va voir, c'est plutôt la comparaison entre le cloud native, ça veut dire ce qu'on vient de voir, avec le cloud réel. Quelles sont les différentes solutions de cloud réel proposées pour faire la même chose, mais bien évidemment avec le cloud réel, AWS de Amazon par exemple, vous devez payer. Vous devez payer pour la sécurité, vous devez payer pour le gateway, vous devez payer pour, je sais pas quoi, le reboot, ça veut dire le load balancing, vous devez payer pour le traçage de requêtes, le dashboard, etc. Ok. Donc ça, c'est le premier visuel.